Quand on utilise le mot deuil, à quoi est-ce que tu penses en premier spontanément? Probablement à un décès. J'imagine que tu penses à quelqu'un qu'on a aimé, qu'on ne pourra concrètement plus jamais voir. Tu penses peut-être aussi à des larmes, à la sensation de manque, à une période sombre qu'on traverse en espérant en sortir un jour, mais en n'étant pas tout à fait sûr de ça. Et c'est vrai, tout ça, c'est le deuil, mais le deuil, c'est aussi bien plus large que ça. Et donc j'avais envie, aujourd'hui, de faire un peu le tour de tout ce qu'on va pouvoir appeler deuil, de tout ce que recouvre le travail du deuil, et de tout ce qu'on n'appelle pas comme ça, mais qui en est pourtant. Je pense notamment à des deuils qui vont se nicher les uns dans les autres comme des poupées russes. On va essayer d'en déplier la plupart. Je pense aux deuils qui se font dans le silence, sans nécessairement de larmes, que personne ne remarque parfois, parce que ça ressemble pas à ce qu'on attend d'un deuil de manière générale, et pourtant ça en est. Et j'ai aussi envie de parler des injonctions sociales qui pèsent sur le deuil, notamment celles qui voudraient, entre guillemets, qu'on pleure davantage, qu'on souffre plus longtemps, qu'on soit dévasté à tel ou tel moment de notre vie. Donc, cet épisode, je l'ai pensé à la fois pour les pros comme pour les particuliers, parce que, en fait, ce que je vais dire là, ça touche absolument tout le monde à un moment ou à un autre de notre vie. Donc ça peut concerner absolument tout le monde. Prends un thé avec moi et on y va. Bienvenue sur le podcast des Dessous du Psy. Je te partage tous les vendredis des réflexions à destination des particuliers et ou des professionnels exerçant la psychothérapie. Retrouve tous mes contenus sur mon compte Instagram psycréate-du-bas et inscris-toi sur la liste des chroniques créates si tu veux recevoir une fois tous les 15 jours des réflexions supplémentaires de ma part directement dans ta boîte mail. Partage cette émission aux personnes qui en ont besoin et laisse une belle note pour soutenir ce partage entre toi et moi. Je te souhaite une très belle écoute. Il y a essentiellement 4 grands points, parce que tu vas voir qu'il y a des petits points dans les grands points. Mais il y a 4 grands points que j'avais envie d'aborder aujourd'hui pour essayer de dégommer un peu des idées reçues sur le deuil. Premier point, non, le deuil ne concerne pas que les décès d'un être cher. Ça, on va dire que c'est le plus facile à comprendre et c'est de moins en moins répandu, je trouve, ou en tout cas rigidifié comme idée que le deuil égale un décès d'un être cher et tout le reste c'est pas un deuil. Puisqu'il va y avoir, alors je vais utiliser des mots que je vais réutiliser un peu plus tard mais dans un autre contexte, vous allez comprendre pourquoi. Là on peut effectivement parler de deuil suite à un décès d'un être cher, mais on peut aussi parler de deuil en cas de changement de situation. Ça peut être un déménagement, une promotion, une rétrogradation ou même un licenciement, un changement de travail plus classique. Tout ce qui va venir perturber un peu notre environnement de vie habituel, ce dans quoi on a l'habitude de se mouvoir, ça va être un deuil en lien avec une situation. On va aussi pouvoir trouver un autre type de lien qui va être un deuil en lien avec notre identité. Donc là on va parler de moments de vie où il va y avoir un changement dans notre état de santé, que ce soit l'apparition d'une maladie ou même la guérison d'une maladie. Alors on est d'accord que quand je dis maladie, c'est plutôt maladie un peu invalidante, voire chronique, enfin quelque chose qui va vraiment bouleverser notre identité. Il va pas y avoir de deuil quand on vit un rhume, par exemple. Ou en tout cas, si vraiment on va aller dans le détail, oui, il peut y avoir un mini deuil de, ok, pendant 5 jours, si t'as la grippe, effectivement, tu vas pas pouvoir faire ce que tu fais habituellement. Donc il y a besoin de renoncer quelque part à quelque chose, mais tu sais que c'est temporaire, tu sais que ça dure pas longtemps, et que, voilà, c'est... Donc on va pas parler vraiment de travail de deuil à ce moment-là, mais tout ce qui va être plus invalidant, plus long aussi, comme état, là ça va demander vraiment à notre psychisme d'entamer et de faire un vrai travail de deuil. Mais dans le deuil en lien avec notre identité, il peut aussi y avoir des changements de statut social. Par exemple, quand on devient parent, quand on devient grand-parent, quand on perd un enfant ou quelque chose qui vient vraiment toucher notre statut social. Là, dans ce cas-là, il va y avoir à la fois le deuil d'un décès, si c'est un enfant, mais il va aussi y avoir un deuil qui va toucher notre identité. Mais on reviendra là-dessus un peu plus tard dans le podcast.
Parce que l'idée c'est de pas voir le deuil comme je ne suis plus parent, parce qu'en réalité même quand on perd un enfant, on est toujours parent, en fin de compte. Mais au niveau psychique, il va falloir quand même processer quelque chose autour de la réalité quotidienne où on n'aura plus les tâches concrètes liées à la parentalité si, admettons, c'est notre enfant unique qui est décédé. Bon, on est sur le thème du deuil, hein, donc c'est pas des sujets hyper légers, mais il faut aborder les choses telles qu'elles sont, à mon sens, en tout cas. Dans les deuils liés à l'identité, on a aussi là je parlais du statut social, mais ça peut être aussi un changement de statut socio-économique. Dans le mieux ou dans le moins bien, peu importe si on peut dire qu'il y a du bien ou du moins bien, mais en tout cas, peu importe l'évolution que prend notre statut socio-économique, il va y avoir des deuils identitaires. Qu'est-ce que je mets dedans, qui je suis, qui je deviens, qui est-ce que je ne suis plus, etc. Il y a aussi des deuils en lien avec l'identité quand on change d'âge, quand on passe de enfant à adolescent, adolescent à jeune adulte à adulte, adulte à senior. Donc là, on va être plus sur des périodes de vie, mais ça peut être aussi en lien avec les cycles menstruels de la femme. Alors je dis pas qu'il y a des deuils chaque mois, hein, mais je pense par exemple à la ménopause. Même pour les hommes, c'est pas aussi marqué peut-être que la ménopause, en tout cas on n'en parle pas autant, mais il y a quand même des changements hormonaux avec l'avancée en âge, et ça peut aussi, bien évidemment, toucher les deuils en lien avec l'identité. Ça peut être aussi des choses qui touchent à notre visuel, à notre image du corps, que ce soit des pertes ou des prises de poids, des cicatrices visibles, des cheveux qui deviennent gris. Là, on va être aussi dans un deuil en lien avec l'identité. Enfin, je dis les cheveux qui deviennent gris, mais ça peut être aussi on se fait une nouvelle coupe. Il y a des petits deuils, en fait, là-dedans aussi. Ils vont être plus ou moins grands selon ce qu'on va avoir à vivre. Mais aussi on peut parler d'un deuil en lien avec une relation. Donc là, bien évidemment, quand il y a un décès d'un être cher, on est aussi dans un deuil qui touche à la relation. Mais je le dis exprès en plus dans cette liste parce que ça va bien au-delà. En tout cas, ça peut inclure, ce travail de deuil peut inclure bien plus qu'une relation qu'on avait avec une personne et cette personne est décédée, donc ça amène à un deuil. Mais le deuil en lien avec une relation, ça peut être aussi un deuil suite à une relation amoureuse qui se termine, plus ou moins bien, mais en tout cas elle se termine. Ça peut être aussi un deuil en lien avec une amitié qui soit se perd, soit se déchire, soit... enfin peu importe, mais il y a quelque chose qui se termine aussi. Ça peut être aussi avec des relations professionnelles, que ce soit des collègues, là je pense notamment pour les thérapeutes, quand on a des fins de thérapie, notamment quand on est dans des thérapies relativement longues, on a accompagné, admettons, un patient pendant 6, 7, 8 ans, on lui dit au revoir, il y a un deuil qui se fait. Et d'ailleurs, ça, c'est très intéressant de l'inclure dans le travail thérapeutique, justement en fin de thérapie. Mais c'est pas le sujet de ce podcast, donc je vais pas rentrer dans ce détail-là. Mais en soi, ça fait partie du travail thérapeutique, à mon sens, pour que vraiment c'est un peu la dernière opportunité qu'on a de bosser des éventuels résidus ou de bosser tout court les angoisses d'abandon liées à la séparation. Donc même s'il y en a pas un de nous deux dans la relation, et là je parle pas que de la thérapie, qui meurt, hein, c'est pas qu'on ne peut pas matériellement, physiquement se retrouver, mais c'est que la relation ne va pas pouvoir continuer. Bon, en thérapie, c'est un peu particulier parce qu'on techniquement le patient peut quand même revenir, bon, sauf si le thérapeute, je sais pas, change de lieu, puis la visio ne se fait pas, ou arrête d'être psy, ça peut aussi arriver. Bon, quoi qu'il en soit, dans les deuils en lien avec les relations, il peut y avoir aussi tout ce qui est en lien avec les relations familiales, puisque des fois, il y a des relations familiales qui ont soit besoin d'être coupées, soit qui sont coupées sans forcément que ce soit une volonté des deux côtés. Il peut aussi y avoir un deuil par rapport à un animal qui soit est décédé, soit va partir. Je pense notamment là, il y a une période de ma vie où j'étais famille d'accueil pour des chats. Donc au lieu qu'ils soient à la SPA, ils allaient chez moi jusqu'à être adoptés. Et au moment où ils étaient adoptés, il y avait aussi un deuil parce que des fois j'avais passé 6 mois, 1 an, je crois que le plus long que j'avais fait c'est 2 ans avec un des chats qui était très difficile à adopter parce qu'il avait énormément de troubles du comportement. Mais je m'étais attachée quand même pendant 2 ans à ce chat-là, et du coup, le deuil a eu lieu aussi, alors qu'il n'était pas mort en soi, hein. Il était juste partie de ma famille d'accueil à ce moment-là.
Donc ça, c'était le premier point pour dire qu'effectivement le deuil est bien plus large, le travail du deuil va s'appliquer dans des situations bien plus larges que uniquement un décès d'un être cher. Deuxième point que je voulais aborder dans cette idée d'ouvrir un petit peu les perceptions sur le travail du deuil, c'est que, alors ça va un petit peu avec le premier, mais le processus du deuil peut se nicher dans les plus petites séparations, y compris celles où, par exemple, on se retrouverait seul avec soi-même alors qu'on aimerait ou qu'on pense devoir être en lien avec notre conjoint, notre conjointe, nos amis, notre famille, peu importe. La difficulté à rester seul de manière générale, à accepter les séparations, pas forcément les ruptures, c'est-à-dire là je parle de séparation temporaire. On sait que c'est temporaire, on sait qu'on va retrouver les gens, les relations qu'on a. Alors ça marche beaucoup avec les relations, mais après on peut l'adapter à peu près à tout. Quand on sait qu'on va retrouver une situation ou une relation, voilà. Dans ces moments-là, la difficulté à rester seul, à tolérer finalement la distance relationnelle, la distance qu'on a avec ce qu'on a l'habitude de côtoyer, de vivre, ça va venir activer nos angoisses d'abandon. C'est pour ça que c'est difficile de rester seul, quand il y a une difficulté à rester seul, c'est pas toujours le cas. Mais quand ça arrive, effectivement, nos angoisses d'abandon, elles sont bien présentes, on les sent bien. Et le travail du deuil, bien que souvent effrayant dans ces cas de figure, quand il y a une difficulté à rester seul, quand on pose le mot, là il y a un deuil à faire, en général ça fait encore plus peur parce que abandon, deuil, on est quand même pas loin au niveau sémantique, entre guillemets, au niveau représentation des mots, ça fait peur. Mais en réalité, c'est pourtant le meilleur allié, le travail du deuil, mais ça va dépendre de comment on l'aborde. C'est le meilleur allié du coup pour réussir petit à petit à s'apaiser, à retrouver aussi de la liberté d'agir, de la liberté de prendre soin de soi, mais aussi de la liberté et de la capacité à mieux soigner les retrouvailles, que ce soit avec des gens ou avec une situation, peu importe, après des périodes de séparation, même si elles durent 30 minutes et que les 30 minutes c'est déjà un calvaire pour nous. Ou que ça dure 3 semaines et que 3 semaines c'est beaucoup trop long. Et en fait, ce travail du deuil-là, qui va être effectivement différent d'un deuil où on sait qu'on pourra pas revoir la personne ou qu'on pourra plus retrouver l'état qu'on avait ou ce qu'on a vécu avant, il va être différent parce qu'il va pas avoir besoin d'être complet, ce travail du deuil, si on peut dire ça comme ça, puisqu'on va retrouver les personnes. Donc c'est peut-être un abus de langage de ma part, je l'admets, de parler de deuil dans ce genre de cas de figure, mais je trouve que des fois ça aide à lâcher prise un petit peu ce côté non, il faut que je continue à m'accrocher, il faut que je continue à me dire on va bientôt se voir, et puis quand on va se voir ou quand je vais retrouver ce qui me faisait du bien, là je vais retrouver mon équilibre, parce que là on vient continuer à alimenter une dépendance à soit un être, si c'est le conjoint ou la conjointe par exemple, ou les amis, peu importe, avec qui on a ce lien de dépendance, ou la dépendance peut se faire aussi par rapport à une situation, un statut identitaire, etc. Donc en plus du bénéfice de pouvoir prendre soin de soi, de pouvoir mieux apprécier, mieux soigner les retrouvailles, comme je disais tout à l'heure, ça va aussi, ce travail du deuil, nous permettre de créer et de se placer, de se positionner dans un lien avec les personnes ou avec les situations beaucoup plus sain, un lien à l'autre plus sain, un lien à soi-même beaucoup plus sain. Et ça n'a pas de prix à mon sens, parce que ça vient vraiment toucher quasiment tous les domaines de notre vie, tout le fonctionnement quotidien, psychique, physique aussi de notre être. Donc quelque part ça vaut le coup de s'y pencher un peu. Ça, ce point-là sur les petites séparations, c'est quelque chose notamment, alors je pense que je le mets peut-être pas suffisamment en avant, mais dans ma communication je veux dire, mais dans le programme PERT, que vous pouvez retrouver sur psychréate.com, je transmets et je vous guide vraiment pas à pas, on peut pas faire plus pas à pas, dans un genre de protocole de visualisation. Je dis dans un genre parce que c'est pas standardisé, dans le sens, il y a effectivement des grandes étapes par lesquelles je vous invite à passer, mais ces étapes-là sont hyper personnalisables, vous y mettez ce que vous avez besoin d'y mettre à ce moment précis, ce qui fait que le protocole, la visualisation que je vous propose, elle va vous accompagner toute la vie. Moi ça fait plus de 10 ans que je l'utilise,
et il n'y a pas 2 fois où c'était la même chose. Mais c'est le même squelette, c'est la même structure de visualisation. Et je vous dis ça parce que ce protocole-là, certes, je l'ai beaucoup utilisé. Ceux qui sont dans les chroniques du jardin intérieur savent parce que j'en ai parlé lundi dernier. D'ailleurs, vous pouvez encore vous inscrire à la chronique et recevoir cette chronique-là jusqu'à lundi 22 juin. Parce que j'écrirai une nouvelle chronique du jardin intérieur le 22 juin, donc elle sera remplacée. Bref, mais tout ça pour dire que moi j'utilise ce protocole, enfin je l'ai utilisé à maintes reprises en cas de deuil, donc entre guillemets de vrai deuil, que ce soit parce qu'il y a eu un décès ou parce que, typiquement pour mon chat, je l'ai utilisé plusieurs fois, le chat que j'avais gardé pendant 2 ans. Je l'ai utilisé aussi pour des déménagements, je l'ai utilisé aussi pour la fin de mon aventure entrepreneuriale avec le centre de thérapie. Et ce, sur plusieurs points différents, parce qu'il y avait le projet, il y avait les salariés, il y avait tout un tas de choses à quoi j'ai dû dire au revoir. Par la force des choses, parce que c'était pas forcément une volonté de ma part, mais bon. Donc ça, c'est sûr que c'est son usage, on va dire, le plus flagrant, et je pense que j'ai un peu mis le focus dans ma communication là-dessus, mais en réalité, je ne l'ai pas utilisé que dans ce genre de circonstances, le protocole, la visualisation en question que je vous transmets dans le programme PERT, puisque je l'ai aussi utilisé, et je l'utilise encore régulièrement, en fin de journée. Alors en vrai, tu peux le faire quand tu veux, mais moi j'aimais bien le faire en fin de journée, pour faire un espèce de reset relationnel. Donc là, je l'utilisais surtout par rapport aux échanges sociaux que j'ai pu avoir, pour aider vraiment ma batterie sociale à retrouver un équilibre, même au niveau de ma sensorialité, parce que je suis assez sensible, on va dire ça, pour pas dire hypersensible, mais je sais aujourd'hui comment maintenir ça. D'ailleurs, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui se sentent eux-mêmes sensibles ou hypersensibles et qui se sentent de ce fait très souvent submergés, envahis, un peu comme les tsunamis émotionnels, je ne peux que vous inviter, mes chers amis, à aller du côté du programme émotionnel, ça va changer votre vie. Vraiment. Enfin, c'est une façon de comprendre les émotions qui est d'une très scientifique, puisque là on est allé voir directement en IRM fonctionnel, enfin je dis on, mais c'est pas moi qui ai fait les recherches, moi je ne fais que les transmettre, mais c'est vraiment hyper précieux, hyper essentiel, j'ai envie de dire, pour arrêter de se faire juste envahir par nos émotions, parce que quand on est hypersensible, c'est pas censé être un fardeau, c'est censé être plutôt une force. Mais pour que ce soit une force, il faut qu'on sache comment l'utiliser, à quoi ça correspond, comment on peut réguler tout ça, etc. Bref, je referme cette parenthèse parce que c'était pas le sujet. Ce que je voulais dire, c'est que vu que moi je lis ça, mais il y a peut-être pas que ça, mais vu que je me sens particulièrement sensible, ce qui me sert énormément dans mon travail d'ailleurs, mais dans ma vie de tous les jours, ça peut venir me presser un peu le cerveau, je dirais ça. Pourtant, aujourd'hui, j'ai plus de sensation de « Ah, là j'en peux plus, je vais mourir, il faut que je reste seule pendant 15 jours », ça me fait plus du tout ça, notamment parce que j'ai bien taffé ma régulation émotionnelle, justement, avec cette même théorie que je transmets dans le programme émotionnel pour les particuliers et dans la formation émotion pour les pros. Mais ce protocole que je transmets dans le programme PERT, il m'a aidé. Alors j'ai moins besoin de le faire dans ce cas de figure-là aujourd'hui, mais je dis pas que ça m'arrivera pas à nouveau. Il m'a beaucoup aidé à une période à vraiment retrouver ce centre en moi, mon énergie, à faire la part des choses entre ce qui m'appartient, ce qui appartient à l'autre, redonner ce qui appartient à l'autre. Et tout ça, ça se fait dans le protocole. Ceux qui l'ont déjà fait, y compris dans mes patients, parce que je peux l'utiliser bien évidemment aussi avec mes patients, savent de quoi je parle, parce qu'il y a vraiment plusieurs étapes, mais une grosse étape où on est vraiment sur ce truc de ok, comment je rends ce qui appartient à l'autre, et comment je reprends ce qui m'appartient pour moi, à moi. Donc, c'est une façon de faire un travail de deuil. Bien évidemment, il va être beaucoup plus rapide qu'un travail de deuil un peu plus complexe parce que il y a un décès où là ça rend le côté absence et manque beaucoup plus d'une brutale mais aussi imposante en fait au niveau du psychisme. Autre point que je voulais partager aujourd'hui pour avancer un petit peu dans cet épisode, c'est que un même travail de deuil
comporte souvent plusieurs deuils en lui-même, un peu comme des poupées russes. Donc, je vais essayer de vous énumérer un peu les différents types de deuil qu'on est souvent en fait amené à faire, même si on n'a pas conscience qu'on fait tous ces deuils-là en même temps pour un seul et même deuil. Donc, si vous avez un deuil à faire parce qu'il y a une personne de votre entourage qui est décédée, vous allez avoir à faire tous ces deuils-là. C'est pas juste j'ai un décès de quelqu'un, donc je ne fais que le deuil physique. Je vais énumérer tous les deuils, après ce sera plus cohérent. Ce sera plus intelligible, mais voilà. Vous allez avoir à faire tous les types de deuil dans ce deuil-là. Pareil si vous déménagez. On va prendre ces deux grands exemples, mais ça peut s'adapter à peu près à tout. Il y a des deuils qui vont prioriser, on va dire, certains types de deuil, mais c'est pareil, on verra les exemples concrets. Donc, premier type de deuil qu'on va avoir à faire quand on a un deuil à faire, ça va être le deuil concret ou le deuil physique. Donc ça va être le deuil qui va vraiment concerner l'événement en question. Donc ça va être le rapport à l'absence physique dans les cas de décès physique d'une personne. Mais ça peut être aussi mon rapport à la décision professionnelle en cas de promotion, rétrogradation, rupture de contrat par exemple. Ça peut être le fait de ne plus être en lien avec l'ancien environnement de vie en cas de déménagement. C'est qu'est-ce que je pense ou comment je tolère le fait que s'il y a un décès, il y a une absence physique, je ne pourrai plus jamais revoir la personne. Si je change de travail, je ne suis plus dans l'ancien travail ou dans l'ancien poste. Si je déménage, je ne suis plus dans l'ancienne ville. Ça, c'est vraiment le rapport à la réalité, quoi, j'ai envie de dire. C'est comment on se confronte au rapport à la réalité par rapport à ce deuil. C'est ce que j'appelle le deuil concret ou physique. Très honnêtement, les types de deuil là que je suis en train de vous dire, je me souviens pas les avoir lus quelque part, genre dans une théorie ou quoi au caisse. C'est plus des choses que j'ai chopées au fur et à mesure, des choses que j'ai entre guillemets théorisées moi-même. Alors je suis pas en train de dire que j'ai créé une théorie, hein. Restons humbles, mais c'est une façon que j'ai de formuler ce que j'ai pu observer en termes de clinique, ce que j'ai pu aussi lire à droite à gauche, que ce soit en spiritualité, parce que pour le coup le rapport à la mort, en spiritualité, mais aussi du côté de la poésie, de l'art, enfin il y a quand même beaucoup de choses qui m'a intéressée, j'ai envie de dire à titre personnel comme professionnel, dans le sens je trouve ça fascinant en fait, ce travail de deuil, de transformation, parfois de renaissance, enfin et notre rapport à la finitude, etc. Bon, c'est pas pour rien que j'ai commencé ma carrière de psychologue en travaillant avec la population des personnes âgées, notamment en EHPAD. C'est des choses qui m'intéressaient intellectuellement beaucoup. Bref, continuons sur les différents types de deuil. Donc là, on a parlé du deuil concret ou physique. Deuxième type de deuil, où là, c'est vraiment un incontournable, j'ai envie de dire, peu importe ce qu'on a à vivre, le deuil symbolique. Le deuil symbolique, il va concerner la représentation qu'on se faisait de l'objet ou de la situation perdue. Objet en psychologie, ça veut dire aussi personne, hein. Faut pas le prendre comme un truc on déshumanise, c'est juste un objet, c'est une représentation psychique de la personne. Donc quand je dis objet dans ce podcast, ça veut dire surtout personne en réalité. Donc c'est la représentation qu'on se faisait de la perte, de la situation perdue ou de la relation perdue. Par exemple, on pourrait se demander, pour faire avancer ce deuil symbolique, l'ancien environnement de vie représentait quoi pour moi ? Comment je me sentais là-bas, quand j'étais là-bas, dans cet ancien environnement de vie, si on déménage ? J'étais qui là-bas ? Et je suis qui dans le nouvel environnement ? Qu'est-ce que ce nouvel environnement me fait vivre de différent, par exemple ? Donc ça, c'est pour le déménagement. En cas de décès ou j'ai envie de dire de rupture aussi, ou en tout cas on va pas pouvoir continuer une relation, quelle qu'elle soit, qu'est-ce que cette personne représentait pour moi ? Qui était-elle ? Quelle vision j'avais de sa vie, de son fonctionnement, de ce que je voyais chez elle. Donc là on est vraiment chez l'autre ou chez ce qu'on a perdu. C'est pas très français mais voilà. Ça je le mets dans la case deuil symbolique. Le deuil relationnel, c'est un autre niveau de deuil dans tout type de deuil. Puisque là, on va être au niveau du rapport que j'entretiens avec l'objet, donc la personne, ou la situation perdue. Par exemple, en cas de décès ou de rupture de lien,
Qu'est-ce que la relation que j'entretenais avec la personne disparue ou la personne que je ne reverrai pas m'apporte ou m'apportait? Qu'est-ce que la relation m'apportait? Qu'est-ce que cette personne me faisait vivre? Qu'est-ce que j'apportais à cette personne que je ne suis plus en mesure de partager, que ce soit parce qu'il y a eu un décès ou parce qu'il y a une rupture de lien définitive. Donc là, on est vraiment sur ce qui se passait entre moi et l'objet de la perte. Si c'est un déménagement, par exemple, si on reste sur cet exemple-là, encore une fois, là je vous donne ces deux exemples parce que sinon ça prendrait beaucoup trop de temps que je fasse un espèce de truc exhaustif, si tant est que c'était possible, mais ça peut dans tous les cas s'adapter à beaucoup de situations, hein. C'est juste faut moduler du coup. Donc là par exemple dans un déménagement, le deuil relationnel, ça va être, même si on élargit un petit peu le sens, hein, on est d'accord, c'est la relation avec l'ancien environnement. Quelles étaient mes habitudes avec les différents lieux de mon ancien environnement? À qui j'avais l'habitude de parler? Donc là on retrouve un peu plus la relation d'ailleurs, que ce soit les commerçants, les amis, les connaissances que je croisais régulièrement, que je m'étais faite sur cet ancien lieu de vie, etc. C'est juste pour vous donner des exemples. Dernier type de deuil qu'on va avoir à faire dans quasiment tout type de deuil, ça va être le deuil identitaire. Alors ce deuil-là identitaire, il va pouvoir se rapprocher quelque part du deuil symbolique, et souvent on le met dans le deuil symbolique, c'est pas un problème en soi, hein. Là je vous fais juste des différentes étiquettes pour vraiment essayer de détailler le truc au maximum, mais en soi si on fusionne le deuil symbolique et le deuil identitaire, ça va pas faire une catastrophe, hein, en soi, le taf va pouvoir se faire quand même. Mais du coup là, pour vraiment scinder un peu tous ces concepts, le deuil identitaire, il va se focaliser davantage sur qui on pensait être dans l'ancienne donne. Donc l'ancien environnement de vie, si on a déménagé, la relation perdue qui est décès ou non, hein, mais voilà. Donc on peut se poser des questions type qu'est-ce que j'ai l'impression de perdre de moi en ayant perdu cette ancienne donne? Qu'est-ce que je peux aussi commencer à gagner ou à retrouver de moi dans l'après-perte, que ce soit le déménagement ou une relation? Bon, je passe assez vite dessus parce que c'est des choses qu'on voit en long, en large et en travers dans la formation deuil et séparation qui est la destination des professionnels pour vraiment aider le patient à processer tout ça, tout ce qui va être en jeu dans le travail du deuil, peu importe ce qui va concerner le deuil, hein, que ce soit un deuil parce qu'il y a eu décès, que ce soit un deuil situationnel, un deuil en lien avec l'identité, un deuil en lien avec la relation, peu importe. Il y aura donc ces 4 niveaux de deuil. Je ne mets pas ma main à couper que ces 4 niveaux de deuil sont exhaustifs, mais en tout cas ça couvre déjà pas mal de situations et de besoins psychiques de digestion autour de ce travail du deuil. Donc si je résume les niveaux de deuil là dans les poupées russes, on a le deuil concret ou physique, le deuil symbolique, le deuil relationnel et le deuil identitaire. Voilà. Dernier point que je voulais aborder, et vous verrez que ça va faire un lien avec ces différents types de deuil. Important parce que ça touche les injonctions sociales qu'on peut tous avoir autour du deuil avec un grand D, j'ai envie de dire, hein, qui inclut un peu tout ce qu'on a pu dire, puisque c'est quelque chose que j'ai rencontré plusieurs fois dans ma clinique, donc je le mets ici parce que je pense que ça peut parler à d'autres personnes. Mais quelqu'un qui ne pleure pas, quelqu'un qui n'aurait pas de symptômes entre guillemets, de comportement plus ou moins invalidant au moment d'un décès ou d'un autre travail de deuil, n'est pas exempte de ce processus de deuil, et ça ne veut pas dire que le processus de deuil ne se fait pas. Le travail du deuil psychique, il peut se faire de manière beaucoup plus discrète, sans pour autant qu'il soit bloqué. Et ça, je le dis autant pour les particuliers, entre guillemets, que les pros, parce que des fois, un peu des formations professionnelles chez nous les psys, les thérapeutes, on pourrait se dire « Ouh là là, il n'y a pas d'indice, il y a un truc qui normalement devrait amener un travail de deuil avec toutes les perturbations qu'on peut imaginer, mais je ne vois rien chez mon patient, donc ça veut dire que c'est un deuil dit retardé. » Et là, on se dit, du coup, il faut aider le travail du deuil à se faire, parce que là, il est bloqué par un truc, et souvent, c'est parce qu'il y a du déni, typiquement, hein, c'est ça qui peut générer un deuil dit retardé. Le déni fait que ça va couper, et ça va donc du coup retarder, hein, d'où le mot deuil retardé, ça va retarder le fait de pouvoir contacter les sensations liées à la perte et à l'éventuel manque. Mais ce n'est pas toujours le cas.
C'est pas parce qu'il n'y a pas d'indice typique, on va dire, du deuil tel qu'on se le représente que le deuil ne se fait pas. Parfois, donc c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, c'est pas juste ça qui peut expliquer le fait qu'il n'y ait pas d'indice majeur évident d'un travail de deuil, mais parfois le manque n'est pas si fort. Et ça veut pas non plus dire que la personne est indifférente à la relation. Souvent elle a besoin de l'entendre d'ailleurs, de normaliser les différentes façons de vivre un deuil. Ça veut pas dire qu'elle est indifférente à la relation qu'elle a entretenue avec l'objet ou la situation perdue. Vraiment, j'insiste là-dessus parce qu'il peut y avoir beaucoup d'injonctions sociales autour du deuil. Il faudrait être dévasté, il faudrait pleurer nos morts, ou il faudrait pleurer ce qu'on a perdu, il faudrait être déstabilisé, il faudrait se languir de la perte, être mal, être dans l'inconfort, etc. Je fais exprès de tirer le trait, mais c'est des choses que j'ai déjà entendues de la part de plusieurs patients que j'accompagnais sur ce sujet de deuil, et qui souvent trouvent beaucoup déjà de respiration quand on normalise ça en mode non, en fait tu as le droit de vivre ton deuil de la façon dont tu veux. Le travail, on va s'assurer ensemble qu'il se fait si tu as envie qu'il se fasse, mais il se fait pas de manière toujours linéaire. Ça, j'en ai parlé déjà dans les contenus de cette semaine sur le compte Instagram, mais d'une, il se fait pas de manière linéaire, et il se fait pas de manière identique pour tout le monde. Donc on va, enfin là je fais comme si je parlais à un patient, mais on va faire en sorte que toi, tu vives ton deuil de ta façon, avec tes besoins psychiques à toi, qui ne sont pas celui de ton voisin. Donc c'est normal que si tu te compares, ça va pas être la même chose. Je referme cette petite mise en situation, mais je pense que c'est important de le dire quand même, puisque en plus, selon la qualité, la quantité, les éventuels conflits non adressés et ou non résolus qu'on avait avec l'objet ou la situation de la perte, avant de le perdre, et ben tout ça, le deuil s'enverra modelé, modulé. Il va pas s'exprimer de la même façon en fonction de la qualité, de la quantité, des éventuels conflits non adressés, non résolus, etc. Typiquement, un décès peut venir parfois créer autant d'inconfort que de soulagement. Parfois, il n'y a que du soulagement. Ce qui d'ailleurs est loin d'être un synonyme d'indifférence. Parce que ça veut dire que s'il y a du soulagement, ça veut dire qu'il y avait un investissement relationnel, qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait un rapport à la relation. En fait, quand une personne de notre entourage meurt, parce que je prends cet exemple-là parce que c'est le plus simple, hein, mais on pourrait le faire sur des ruptures, peu importe. Mais quand quelqu'un meurt et que ça ne nous fait rien, demandons-nous d'abord, est-ce que j'avais une relation avec cette personne ? En fait, déjà. C'est pour ça que je parle de la quantité. Il n'y a pas que la qualité de la relation, mais il y a aussi la quantité de relation, j'ai envie de dire. Si on n'a pas de relation, si on n'a pas noué de relation, j'ai envie de dire, tous les jours, quasi chaque seconde, enfin j'ai pas de statistiques, mais il y a des gens qui meurent sur cette planète Terre. Si on était à chaque fois englué dans un travail de deuil, ou en tout cas englouti plus qu'englué dans un travail de deuil, on s'en sortirait pas, on serait en deuil constant, on serait multitraumatisé H24 non-stop. Voilà. Donc il faut quand même qu'il y ait, et je le dis parce que j'ai déjà entendu des patients qui me disaient là je sais pas, j'ai perdu ma tante, j'ai perdu ma grand-mère, et en fait je ressens rien et c'est bizarre et j'ai pas pleuré, et pendant la cérémonie j'étais là, mais bon je me sentais un peu mal de pas me sentir mal en fait. Et quand je demande, des fois c'est parce qu'en fait il y avait pas de relation. Il n'y avait pas de relation avec cette tante, avec cette grand-mère, et que du coup c'était plus une inconnue, cette tante ou cette grand-mère. Donc quand un inconnu meurt, ça peut venir nous toucher en termes d'humanité, mais il n'y a pas les enjeux relationnels, les enjeux affectifs qui vont faire, et il n'y a pas non plus les enjeux identitaires d'ailleurs, qui vont amener toute la complexité d'un travail de deuil tel qu'on a pu le dire avec les poupées russes, là, les 4 niveaux de deuil. Donc ça, faut pas oublier que ça fait partie aussi de l'expérience du deuil, ou de l'inexistence du deuil aussi. Et puis des fois, le deuil, il peut être en marche, mais à des intensités différentes aussi, ou sur des sujets différents, enfin sur des enjeux psychiques différents. Et en fait, ça signifie uniquement que le travail du deuil, il aura besoin de s'adapter, de venir travailler, de venir digérer certains éléments plutôt que d'autres. Quand on est dans des cas de deuil comme ça, plus timides ou plus
plus réservé par rapport à ce qu'on pourrait imaginer du deuil. Typiquement, quand il y a du soulagement au moment de la perte d'un être cher, et ben souvent, on va plus avoir besoin de se focaliser sur l'aspect du deuil symbolique, du deuil identitaire et du deuil relationnel, plus que celui du deuil concret et physique. Faudra aller le checker quand même pour être sûr qu'on loupe pas quelque chose, mais finalement, l'absence, elle viendrait rouvrir des espaces chez la personne, alors que quand il n'y avait pas l'absence et qu'il y avait la personne, il pouvait y avoir plus de mise en tension, il pouvait y avoir plus de blocage, plus de difficultés dans la vie quotidienne parfois. Bon, c'est complexe tout ça parce que je peux pas détailler tout dans un podcast qui dure déjà pas mal de temps, mais c'est juste pour ouvrir un peu les perspectives sur notre regard sur le deuil. Donc si vous devez retenir qu'un seul truc, attention. Alors là c'est surtout pour les pros, mais ça peut aussi marcher chez les particuliers qui auraient entendu cette expression-là. Attention à ne pas coller l'étiquette deuil retardé et encore moins deuil pathologique si celui-ci ne coche pas les cases des indices sociaux attendus du deuil. Parce que ça peut pas forcément dire qu'il ne se fait pas correctement ou qu'il ne s'est pas déjà un peu fait. Là je pense au deuil pathologique. Il y a toujours des petits bouts qui se font en fait. Vraiment, si c'est un vrai deuil pathologique, ok, là on est dans une logique très très déni full time et il y aura plus de bizarreries en fait. Mais il y a des éléments de deuil qui sont faits souvent, même si c'est pas suffisamment fait pour que la personne retrouve un équilibre général dans sa vie. Tout ça, bien évidemment, j'en parle dans la formation deuil et séparation, donc à destination des thérapeutes. Et pour les non-thérapeutes, mais qui aimeraient quand même travailler sur eux, aider la digestion comme ça d'une perte, bien évidemment, quand je dis aider la digestion, ça ne veut pas dire oublier. On n'oublie jamais ce qu'on a perdu. Et c'est fort heureux, en fait, parce qu'on en a besoin, ne serait-ce que pour savoir qui on est, ce qu'on a été. Donc voilà, ça, le psychisme fait bien son taf, il n'oublie jamais, en réalité, même si c'est des peurs courantes qu'on a quand on hésite à continuer un travail de deuil. On va plus venir honorer en fait, mais là pareil, pour honorer il y a une façon de le faire différente de ce qu'on peut avoir en tête habituellement. Bref, tout ça pour dire que pour faire tout ça, le programme perte est là, pour donc du coup les particuliers, mais aussi les pros en fait, qui souhaiteraient découvrir pour eux-mêmes et ou pour leurs patients, donc quand il s'agit de pros, un outil de visualisation qui permet, donc, dont j'ai parlé là dans cet épisode, qui permet de déplier toutes ces couches de deuil petit à petit, en respectant les besoins psychiques et en laissant le processus suivre son cours. Tout ça pour réussir à se tranquilliser, honorer ce qu'on a perdu, ne pas l'oublier, mais vraiment pouvoir l'intégrer dans sa vie, en tirer un peu le substrat, j'ai envie de dire, la sagesse, retrouver le chemin de notre vie, se réouvrir aux possibilités de la nouvelle donne. Tout ça, vous pouvez le retrouver en description de l'épisode ou sur le site psycreate.com directement. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode.